Chers internautes, bonjour. Je voudrais vous faire le compte-rendu du Conseil des ministres de ce jour. Ce mercredi 26 février 2025 s'est tenu de 11h à 13h un Conseil des ministres au Palais de la Présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Ce Conseil a vu aborder 29 points, dont 17 mesures générales, comprenant notamment un projet de loi et 16 projets de décret, 5 mesures individuelles, essentiellement composées de nomination d'ambassadeurs et d'agrément pour la désignation d'ambassadeurs, et 7 communications. Je voudrais donc à présent aborder avec vous les détails de ces points qui ont été abordés lors de ce Conseil et qui ont vu l'adoption de ce projet de loi, de ces projets de décret et de ces mesures individuelles et communications. En ce qui concerne ces mesures générales, et au titre du ministère des Ressources animales et halieutiques, un projet de loi portant réglementation de l'amélioration génétique animale en Côte d'Ivoire a été adopté. Ce projet de loi vise à mettre à contribution les évolutions génétiques pour accroître la productivité et la rentabilité des élevages tout en veillant à garantir le développement, la conservation et la préservation des ressources zoogénétiques locales. Il prévoit à cet effet un ensemble de normes définissant les principes et les conditions environnementales de l'amélioration génétique et encadre les manipulations ou les améliorations génétiques des races animales domestiques locales. Il organise, en outre, les acteurs ainsi que les investissements dans le secteur de façon à augmenter considérablement la productivité globale en protéines animales et halieutiques et à maîtriser les facteurs de risque génétique. Toujours dans le cadre de ces mesures générales, je vous ai annoncé 16 projets de décret qui ont été adoptés. Je vais vous en donner donc à présent les détails. Au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant modalités communes d'application de la loi portant statut général de la fonction publique et un décret portant modalités particulières d'application de la loi portant statut général de la fonction publique. Ces 2 décrets précisent les nombreuses réformes introduites par la loi portant statut général de la fonction publique en vue de construire une administration publique moderne et performante avec des personnels professionnels et modèles. Il détermine les règles communes de gestion de la carrière du fonctionnaire, de son recrutement à la fin de sa carrière, ses droits et autres avantages professionnels et fixe les règles particulières applicables à certains emplois en fonction de leur spécificité. Toujours au titre du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret fixant les modalités d'engagement des contractuels à l'exception des enseignants, à l'exception des enseignants du supérieur et des chercheurs dans l'administration ivoirienne et les établissements publics nationaux ainsi que leur rémunération. Il convient de rappeler que le statut général de la fonction publique prévoit la possibilité de recourir par contrat au recrutement de personnel
non-fonctionnaires pour occuper des fonctions dans l'administration publique lorsque les nécessités de service l'exigent. Ce décret précise donc les conditions et la procédure de recrutement de ces agents contractuels, ainsi que les droits et obligations qui s'attachent à leur engagement. Au titre du ministère des Mines, du Pétrole, de l'Énergie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 5 décrets. Le premier décret porte renouvellement de l'autorisation exclusive d'exploitation du gisement pétrolier et gazier Baobab du bloc CI 40, détenu par un consortium conduit par la société canadienne Natural Resources International Côte d'Ivoire, SARL, en abrégé donc CNR. Cette société opère sur la base d'un contrat de partage de production signé en avril 1998 pour une durée de 30 ans. Le présent décret proroge le contrat d'une durée supplémentaire de 10 ans pour assurer à l'opérateur l'amortissement des investissements prévus sur la période 2025-2027 pour le développement de la phase 5 du champ pétrolier à hauteur de 1,12 milliard de dollars américains. Les 4 autres décrets portent attribution chacun d'un permis de recherche minière ainsi répartis. 2 permis de recherche valables pour l'or à la société ZS Ressources SARL dans le département de Daoukro, 1 permis de recherche valable pour le nickel et le cuivre à la société Gold Bond Ressources Minières Côte d'Ivoire SARL dans les départements de Sipilou et de Danané, et 1 permis de recherche valable pour l'or à la société Shiba Mining SA dans le département de Touba. Ces permis de recherche sont délivrés conformément aux conditions techniques et environnementales requises. Leur durée de validité est fixée à 4 ans. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant ratification de la Convention numéro 189 sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, adopté en juin 2011. La Convention 189 de l'Organisation internationale du travail, donc l'OIT en abrégé, entrée en vigueur en septembre 2013, vise à garantir aux travailleurs et travailleuses domestiques les conditions d'un travail décent. La ratification de cette convention permettra de renforcer sur l'ensemble du territoire national la protection du personnel domestique contre l'exploitation, de valoriser ses droits et corrélativement de promouvoir la justice sociale. Le deuxième décret adopté par le Conseil est relatif à la ratification de l'accord entre le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement de la République française sur l'exemption de visa de court séjour pour les détenteurs d'un passeport diplomatique. Signé en janvier 2025, cet accord institue une exemption réciproque des visas court séjour au profit des ressortissants français et ivoiriens détenteurs d'un passeport diplomatique d'une validité d'au moins 3 mois en vue de consolider les liens d'amitié et de coopération entre les 2 pays. L'accord couvre notamment les membres du personnel diplomatique et les membres de leurs familles, ainsi que les agents des autres services publics détenteurs de passeports diplomatiques en cours de validité. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, et cela en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 décrets.
Un décret portant déclaration d'utilité publique du périmètre du projet d'aménagement et de construction de la zone logistique et industrielle de Boaké, initié par le gouvernement pour soutenir la dynamique de développement socio-économique de cette commune. Ce décret intègre au domaine de l'État la parcelle d'une superficie de 549,5 hectares située aux environs de l'échangeur de Sakasso. Cet espace est donc prévu pour abriter la zone logistique et industrielle de Boaké, destinée à offrir des conditions optimales d'installation, de compétitivité et de performance aux opérateurs économiques qui désirent s'implanter à Boaké. Le deuxième décret adopté par le Conseil porte déclaration d'utilité publique le périmètre du projet d'aménagement urbain dans le cadre du grand marché de Boaké, dénommé projet Mabi. Ce décret couvre les 3 parcelles contiguës d'une superficie globale de 31,6 hectares située entre la cathédrale de Boaké et le carrefour Ndouba. Ce site est affecté à la réalisation du projet de construction du grand marché de Boaké, prévu pour mettre à la disposition des populations un espace commercial de qualité et restructurer le centre-ville de la capitale du Béké. Aussi, les détenteurs de droits coutumiers, de titres définitifs de propriété sur les emprises des différents projets, les locataires ou les ayants droit percevront une indemnité conformément à la réglementation en vigueur. En conséquence, toute transaction, toute construction nouvelle, même précaire, tout type de travaux de nature à modifier l'état du sol portant sur ces sites sont interdits. Au titre du ministère du Patrimoine, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques et en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant procédure spéciale de délivrance de l'arrêté de l'affectation des biens immobiliers de l'État. Ce décret organise une procédure simplifiée assortie de délais précis en vue de lever les contraintes qui entravent le processus de sécurisation du patrimoine immobilier de l'État. Cette nouvelle procédure consiste à faire intervenir conjointement les structures administratives concernées de façon à fluidifier la délivrance des arrêtés d'affectation des biens immobiliers ainsi que leur publication et à assurer avec célérité la sécurité juridique du patrimoine immobilier de l'État. Au titre du ministère du Tourisme et des Loisirs, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret portant approbation de la convention de concession pour la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'un village touristique dénommé Serena Village. Ce village touristique sera réalisé aux abords du boulevard de Marseille, dans la commune de Marcory, sur une superficie d'environ 16 000 mètres carrés par la société de droit ivoirien Sublime Côte d'Ivoire Serena. Cette société est spécialisée dans le domaine du développement de l'immobilier touristique. Le projet consiste notamment en la construction d'un appart-hôtel de 40 chambres et d'une allée artisanale mettant en avant les artistes ivoiriens et leurs produits, ainsi que la réalisation d'une marina et d'une promenade pour les balades pédestres en famille. Ce décret approuve les termes de la convention de concession et engage sa mise en œuvre conformément à la législation en vigueur en la matière de contrats de partenariat public-privé. Au titre du ministère du Commerce, de l'Industrie, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté un décret instituant une attestation d'importation de certaines marchandises rattachées à des branches d'activité et des corps de métier
de l'artisanat. Cette attestation d'importation délivrée par les services compétents du ministère en charge de l'artisanat est requise pour chaque opération d'importation des marchandises qui seront précisées donc dans le décret. Mais je peux déjà vous annoncer qu'il s'agit notamment des parfums, des articles de friperie, des carreaux, des sanitaires. La liste complète donc de toutes ces marchandises se trouvera dans le décret qui sera publié donc au journal officiel. Toutefois, les marchandises originaires de l'UEMOA et de la CEDEAO, ainsi que les marchandises exonérées ou en franchise, seront dispensées de l'attestation d'importation. Je voudrais maintenant, mesdames et messieurs, aborder avec vous donc les mesures individuelles qui ont été adoptées au cours donc de ce Conseil. Le Conseil a adopté 6 décrets portant nomination d'ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires de la République de Côte d'Ivoire à l'étranger. Ainsi sont nommés M. Diamoutene Alassane Zie, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de l'Équateur avec résidence à Brasilia, au Brésil. M. Ouattara Tamakolo, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République islamique d'Iran avec résidence à Téhéran, en Iran. Madame Nogozen Bakayoko, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République de Chypre et la République du Monténégro avec résidence à Rome, en Italie. Monsieur Kwasi Yao Philbert Gléglo, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Tchad avec résidence à Yaoundé, au Cameroun. Monsieur Dolé Gueux Albert, en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près l'État d'Érythrée avec résidence au Caire, en Égypte. Mesdames et messieurs, ces mesures individuelles ayant été annoncées, il me plaît maintenant d'aborder donc les communications qui ont été adoptées au cours de ce Conseil. Au titre du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie, le Conseil a adopté une communication relative au bilan de la mise en œuvre à fin 2024 des activités de la feuille de route du gouvernement qui, il faut le rappeler, comprend 742 activités relatives aux projets majeurs et 256 activités liées aux principales réformes prévues dans divers secteurs. À fin 2024, 690 activités et 244 réformes ont connu une mise en œuvre effective ou partielle conformément au chronogramme établi, soit un taux d'exécution physique globale de 72,48%, dont 73,50% pour les projets et 69,40% pour les réformes. Ces réalisations qui couvrent l'ensemble des ministères techniques correspondent à un taux global d'engagement des dépenses de 68%, dont 67,6% pour les projets et 96,4% pour les réformes. Il en ressort que la feuille de route 2024 a permis de réaliser des progrès tangibles relativement au développement des infrastructures socio-économiques de base, notamment dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de la lutte contre les maladies, de l'assainissement, de l'approvisionnement en eau potable et de l'électrification rurale. L'action gouvernementale en 2025
sera consacré à la poursuite des actions non achevées dans la feuille de route 2024, à l'effet de maintenir la Côte d'Ivoire sur la trajectoire de la croissance soutenue. Outre la poursuite des programmes sociaux, notamment la mise en œuvre du programme social du gouvernement et du programme jeunesse du gouvernement, les efforts du gouvernement seront axés sur la poursuite de la transformation structurelle de l'économie, du développement du capital humain, de la promotion de l'emploi, de la préservation de l'environnement, du renforcement de la gouvernance, de la modernisation de l'État, ainsi que de la transformation culturelle. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à l'acceptation par la Côte d'Ivoire des modifications de l'article 1er et de l'article 12.1 de l'accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, signé le 20 mai 1990 à Paris, tel que modifié en octobre 2006 et en septembre 2012 et enfin en septembre 2013. Dans le cadre de l'élargissement de ces interventions, la BERD a décidé d'étendre ses opérations à la Côte d'Ivoire et à un certain nombre de pays en Afrique subsaharienne. Aussi, notre pays a adhéré à l'accord portant création de cette institution financière multilatérale en novembre 2024. Dans la perspective de la consolidation de la coopération avec cette institution, le Conseil a approuvé les modifications de l'article 1er et 12.1 de l'accord portant création de la BERD qui permettent à la Banque d'opérer en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. La deuxième communication adoptée par le Conseil est relative à la participation de la Côte d'Ivoire à la 38e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue les 15 et 16 février 2025 à Addis Abeba en Éthiopie. Une délégation de haut niveau, conduite par M. le vice-président de la République, a pris part aux travaux de cette session marquée par le renouvellement des organes principaux de l'organisation. À l'issue des travaux, la conférence a approuvé les rapports des chefs d'État, champions et leaders désignés des thématiques spécifiques, y compris celui relatif à la mise en œuvre de l'agenda 2063 dont le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est le champion. La conférence a, en outre, adopté les modalités de l'opérationnalisation du prix d'excellence Côte d'Ivoire CERFAM pour la nutrition et la sécurité alimentaire. Le CERFAM, c'est le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. Ce prix d'excellence a été initié par le président de la République en vue d'honorer les personnalités, les institutions, les organismes publics ou privés, les organisations non gouvernementales en activité qui contribuent de manière significative à réduire la malnutrition et la faim en Afrique. En marge des travaux, Monsieur le vice-président de la République a échangé avec plusieurs chefs d'État africains ainsi que des personnalités de haut rang de la scène politique africaine. Il a participé notamment à la réunion du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le Soudan et la République démocratique du Congo, RDC, et a pris part à la 34e session ordinaire du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. À l'occasion de ce forum, le vice-président a présenté le rapport d'étape sur la mise en œuvre du plan national d'action de la Côte d'Ivoire qui dresse le bilan des progrès réalisés en matière de bonne gouvernance. Au titre du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté 2 communications. La première communication est relative à l'évolution du projet d'adressage
du district d'Abidjan et à la proposition d'un code d'adresse national. Ce projet a débuté en 2021. À ce jour, 14 279 voies ont été identifiées sur l'ensemble du territoire du district autonome d'Abidjan. Sur 348 216 unités d'occupation projetées pour être enquêtées, plus de 295 000 l'ont été effectivement, soit près de 85%. Et environ 256 000 unités d'occupation enquêtées ont fait l'objet donc de marquage. Donc, le thème technique, c'est de pochage. Ce sont les marques en bleu que vous voyez donc sur les maisons et les unités donc d'occupation, comme cela a été dit donc dans le document, représentent donc les logements et bureaux, tous ceux qui ont fait donc l'objet de ces marquages en bleu. Suite aux travaux réalisés par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES, et en collaboration avec les collectivités territoriales et les structures administratives concernées, notamment la société civile, le gouvernement a approuvé en 2023 un répertoire de 7 337 noms en vue de faciliter le processus de dénomination des voies. Ainsi, les noms de la quasi-totalité des rues des communes d'Abidjan donc ont été adoptés, à l'exception donc des communes de Cocody et de Yopougon, dont les répertoires toponymiques sont en cours de validation pour un total de 6 942 voies. Par ailleurs, comme je vous l'ai indiqué donc dans le titre de ce projet, un code d'adressage national a été adopté, un nouveau code d'adresse numérique composé d'une série de 9 chiffres basé donc sur une codification des circonscriptions géographiques de notre pays. Ce code prend en compte les identifiants des départements, des communes et des sous-préfectures. La fourniture et la pose des plaques des unités d'occupation et des plaques des voies du district d'Abidjan sont prévues pour s'achever en juin 2026. La deuxième communication est relative à l'adoption du répertoire toponymique des rues de la commune de Cocody. En effet, le Conseil a validé le répertoire toponymique des rues de la commune de Cocody élaboré par le Centre ivoirien de recherche économique et sociale, le CIRES, en collaboration avec la commune et la société civile dans le cadre du projet d'adressage du district d'Abidjan. Ce répertoire comprend 4 243 toponymes, soit 68%, se réfère notamment à des personnalités politiques, traditionnelles, religieuses, culturelles, scientifiques, sportives, artistiques. Et 32% se rapportent à des valeurs, des concepts, des faits historiques, ainsi que des dates importantes de la commune. Au titre du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, en liaison avec les ministères concernés, le Conseil a adopté une communication relative à l'organisation d'une table ronde pour la mobilisation des ressources du plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027. Le gouvernement a adopté en juin 2024 un nouveau plan national multisectoriel de nutrition, PNMN, pour la période 2024-2027. La stratégie contenue dans ce document de politique nationale vise à garantir à la population, notamment la plus vulnérable, un statut nutritionnel optimal en vue d'améliorer son bien-être et de soutenir durablement la croissance inclusive et le développement du pays. Le coût global de la mise en œuvre du PNMN est évalué à 204,6 milliards de francs CFA,
dont 15%, soit environ 30,7 milliards de francs CFA, sont prévus au budget de l'État. Ainsi, une table ronde est prévue à Abidjan le 12 mai 2025 pour faire appel à la contribution des partenaires techniques et financiers, des collectivités territoriales, du secteur privé, des organisations non gouvernementales et des fondations philanthropiques en vue de la mobilisation des ressources complémentaires estimées à 174 milliards de francs CFA. Au titre du ministère de la Transition numérique, de la digitalisation, en liaison avec les ministères concernés, et c'est la dernière communication qui a été adoptée au cours de ce Conseil, le Conseil a adopté une communication relative à la participation de la Côte d'Ivoire au sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle tenu du 10 au 11 février 2025 à Paris, en France. À l'issue du sommet, la Côte d'Ivoire a été signataire de la déclaration de Paris sur une intelligence artificielle ouverte, inclusive et durable pour les peuples et la planète, qui ouvre la voie à plusieurs perspectives stratégiques pour le pays, à savoir le renforcement des infrastructures d'intelligence artificielle pour l'intégration de la Côte d'Ivoire dans des programmes internationaux de développement de centres de calcul de haute performance soutenus par l'Agence française de développement, l'AFD et la Banque mondiale. La création d'un cadre réglementaire pour une intelligence artificielle éthique et sécurisée à travers l'adaptation des standards internationaux de l'intelligence artificielle aux spécificités ivoiriennes en partenariat avec l'UNESCO et Smart Africa et bien sûr bien d'autres organismes internationaux. Et enfin donc des opportunités pour les start-up et jeunes talents ivoiriens par la facilitation de l'accès aux fonds d'investissement et programmes d'incubation en intelligence artificielle grâce aux contacts établis avec des acteurs majeurs du secteur et des partenaires financiers. Mesdames et messieurs, l'adoption donc de cette dernière communication a mis un terme donc à tous les points qui ont été abordés au cours de ce Conseil, et la date du prochain Conseil des ministres a été fixée au mercredi 12 mars 2025. Je vous remercie pour votre attention. Et je me tiens, bien entendu, donc à votre disposition, comme le veut l'usage, pour les questions éventuelles que vous aurez sur le Conseil ou, bien entendu, pour des questions d'actualité, si vous en avez. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Charles Assabois de Nord-Sud. Alors, vous avez annoncé la ratification d'une loi pour l'amélioration des conditions de travail des personnels domestiques. Donc, j'aimerais savoir ce qui va changer de façon concrète pour ces travailleurs, étant donné qu'il y avait déjà une loi qui encadrait leur activité. Merci beaucoup. Merci bien, Monsieur Assamoah. Il s'agit essentiellement donc d'une ratification de loi. Donc vous savez bien que notre pays est inscrit donc dans le cadre du multilatéralisme, dans le respect de beaucoup de conventions internationales. Donc ici, elle ne vient pas en contradiction avec ce que nous avons déjà fait au niveau national. Donc tous les textes et réformes qui sont pris donc, dans le cadre de renforcer la protection des travailleurs en général au niveau national. Ici, il s'agit d'une convention, la convention 189 donc, de l'Organisation internationale du travail. Et il s'agissait pour nous de nous mettre en conformité avec cette convention que nous avons signée.
Donc, c'est essentiellement une mise en conformité avec nos signatures, nos engagements à l'international. Donc, il s'agit d'un décret qui permet de ratifier donc, cette convention sur les travailleuses et les travailleurs qui a été donc adoptée par l'OIT. Bonjour, Monsieur le ministre. Je suis Benoît Kadio du site d'information justinfo.net et de l'hebdomadaire L'École. Ma question porte spécialement sur le recrutement des enseignants contractuels qui est seulement basé sur les enseignants du lycée et collège. Est-ce qu'au niveau des écoles primaires, il n'y a pas de besoin? Déjà, je voudrais faire remarquer que nous sommes dans la partie où nous posons des questions sur le Conseil. Ce point n'a pas fait l'objet d'adoption donc, au niveau donc, du Conseil. Non, cet autre, ça n'a pas été évoqué. Vous avez parlé de comment ça va se faire, le recrutement des enseignants, ça n'a pas été évoqué au cours de ce Conseil. Mais ceci étant, je pourrais vous répondre là-dessus tout à l'heure, mais je veux que nous soyons conformes donc, à la procédure que nous nous sommes donnée. J'ai évoqué tous les points qui ont été évoqués donc, dans l'ordre du jour du Conseil. Nous n'avons pas parlé donc, de ce recrutement exceptionnel d'enseignants du secondaire. Bien, s'il n'y a plus de questions sur le Conseil, je vais répondre à M. Benoît Kadio très rapidement avant de prendre d'autres questions. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de besoin dans le primaire. Le recrutement se fait dans le primaire, il continue. Les concours du CAFOP sont là pour faire donc ces recrutements. Mais il y avait une urgence, notamment au niveau des lycées. Urgence qui consiste à répondre au déficit donc, d'enseignants dans certaines matières de façon spécifique. C'est pour cela que ce recrutement exceptionnel a été lancé pour pouvoir combler très rapidement ce déficit d'enseignants. Notre pays construit énormément de lycées et collèges, avec notamment cette politique donc, de construction de collèges de proximité. Il va sans dire que cela nécessite également donc, le recrutement de certains enseignants. Et on s'est rendu compte que déjà dans certaines matières, comme les mathématiques, l'anglais, on avait un déficit donc, d'enseignants à l'origine. Quand vous ajoutez à cela la construction de nouvelles salles de classe, de nouveaux lycées et collèges, ça augmente donc ce gap. Donc il était urgent de pouvoir satisfaire à cela, d'où ce recrutement exceptionnel. Mais pour ce qui est donc de l'enseignement primaire, pour le moment, les effectifs qui sont recrutés au niveau du CAFOP permettent, dans le cadre de la planification de la construction des salles de classe, de répondre à cela. Vous devez vous souvenir que quand, à un moment, on a senti qu'il y avait un manque d'enseignants dans le primaire, les effectifs ont été augmentés. On est passé même à 5000 enseignants qui étaient recrutés au niveau du concours. C'était exceptionnel de monter à ce chiffre-là. Sinon, c'est en général 3000 enseignants qui sont recrutés au cours de ces concours. Mais là, de façon à répondre de façon urgente au déficit d'enseignants dans le primaire, on avait augmenté donc le nombre de recrutements. Donc aujourd'hui, c'est une planification qui est faite. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation estime que dans le cadre de la planification, donc les recrutements qui sont faits au niveau des concours du CAFOP sont suffisants, mais il y avait une urgence à combler le manque d'enseignants au niveau des lycées et collèges. S'il s'avérait qu'il y avait un déficit au niveau du primaire, bien, les mesures correctionnelles à prendre seront prises, comme cela a été le cas une fois où on est passé donc à 5000 enseignants au niveau du CAFOP. Bonsoir, Monsieur le ministre. Je suis Vénan Sakar, journaliste pour le quotidien Inter. Monsieur le ministre, je voudrais vous poser deux petites questions. La première,
c'est que nous sommes à moins de 8 mois de l'élection présidentielle et les principaux partis, notamment le PDCI, le PPACI, insistent pour que se tienne avant le scrutin une révision de la liste électorale. Êtes-vous favorable à cette requête de ces partis-là? Ma seconde question est un fait d'actualité. Les propos d'un membre du gouvernement, notamment le ministre Seredo Célestin, pour ne pas les citer, visaient le président du PDCI RDA. Et ces propos-là ont choqué une partie de l'opinion qui a dénoncé de la xénophobie. Certains ont même appelé à la démission du ministre. Monsieur le porte-parole du gouvernement, condamnez-vous de tels propos, notamment ceux tenus par le ministre Seredo Célestin? Merci. Bien, en ce qui concerne la première question, je n'ai pas d'avis personnel à donner. Quand vous me demandez si je suis favorable à... non, je n'ai pas d'avis personnel à donner. Nous sommes un pays organisé, un pays qui a des institutions. Une des institutions qui est chargée justement d'organiser les élections, c'est la commission électorale indépendante. C'est elle qui conduit justement donc révision de la liste électorale. Ben, c'est à cette institution de se prononcer. Et je pense que le président de cette institution s'est suffisamment prononcé. C'est une commission indépendante, donc ce n'est pas le gouvernement qui va lui dicter ce qu'elle a à faire. Dans cette commission indépendante sont représentés tous les partis politiques. Et si vous avez écouté le président de la commission électorale indépendante, les décisions sont prises de façon collégiale. Au niveau de la commission électorale indépendante, toutes les décisions sont prises de façon collégiale. Il va donc sans dire que quand la CEI prend une position, qu'elle l'annonce, c'est qu'elle a pris soin de consulter tous les membres, tous les commissaires de la CEI, qui, comme je vous l'ai dit, regroupent non seulement les principaux partis politiques, mais également la société civile. Donc à partir de ce moment, nous n'avons pas d'avis personnel à donner. C'est la CEI qui devra répondre. Et je pense que pour le moment, en tout cas, le président de la commission électorale indépendante a donné une position. Pour ce qui est de votre deuxième question, vous parlez donc de propos qu'un membre du gouvernement aurait tenus et qui aurait choqué l'opinion. Pour être honnête avec vous, je n'ai pas entendu ces propos, je ne les ai pas vus. Mais ceci étant, je suis dans le pays, on me les a rapportés. Je n'ai pas de commentaire à faire sur ces propos. Ce que je déplore, c'est que certains discours aujourd'hui résurgissent. Moi, j'ai eu la chance de connaître la Côte d'Ivoire dans les années 90. Quand je vois certaines personnes qui aujourd'hui reprennent du service, comme la dernière sortie d'un ancien ministre de la Justice, qui a été le concepteur de la théorie des Ivoiriens de circonstance, on est en droit de s'inquiéter. Parce que pendant des décennies, il y a eu un discours de division. Pendant des décennies, on a sémé le germe de la xénophobie dans la tête de certains Ivoiriens. C'est plutôt de cela qu'il faut s'inquiéter. Le président Ouattara, par sa gouvernance, a ramené beaucoup de sérénité dans ce pays. Le président Ouattara, par sa gouvernance, a mis les Ivoiriens ensemble. Le président Ouattara, par sa gouvernance, a créé un nouvel environnement duquel tous ces discours avaient disparu. Si aujourd'hui on a cette résurgence, il faut s'interroger de savoir d'où c'est parti, qui en sont les pères. Et je vous dis que certains d'eux ont recommencé à reprendre du service. Bonjour Monsieur le ministre, Cyprien pour Abidjan.net. Monsieur le ministre, j'ai deux questions. La première est à deux volets et l'autre... Monsieur
Monsieur le ministre, un conflit foncier oppose M. Koumé Bakari, qui revendique certaines relations influentes à plusieurs citoyens ivoiriens, en affirmant avoir illégalement dépossédé de leur terrain, pourtant acquis dans les règles selon eux. Est-ce que, bon, donc je suis sûr, le gouvernement certainement était informé. Qu'est-ce que le gouvernement envisage vis-à-vis de ce problème? Et est-ce que aussi le gouvernement déjà prévoit des états généraux du foncier en Côte d'Ivoire? Ma seconde question, Monsieur le ministre, le code de rémunération et les avancements des salaires des agents de la RTI qui devaient être appliqués depuis le 1er janvier 2025 n'est pas encore fait. Face à cette situation, les agents prévoient déjà une assemblée générale extraordinaire demain jeudi. Êtes-vous informé de la situation, d'autant plus que le nouveau directeur général de la RTI est l'un de vos collaborateurs proches? Merci, Monsieur le ministre. Merci bien. Pour votre première question, relative donc au conflit foncier, je vais dire que les problèmes des conflits fonciers ne sont hélas pas nouveaux dans notre pays. Ceci étant, depuis la cession donc, du président Ouattara à la tête du pays, beaucoup d'efforts ont été faits pour assainir le milieu du foncier. Beaucoup d'efforts ont été faits pour sécuriser les biens des Ivoiriens. Et la dernière réforme qui a été adoptée en ce qui concerne donc l'ADU, l'attestation de droit d'usage, vient justement pour apporter une réponse à un des problèmes majeurs du foncier et qui est à la base de tous les conflits que nous connaissons, c'est celui de la vente donc des terrains à de multiples acquéreurs. Aujourd'hui, avec l'ADU, il sera, sinon il est, et je peux l'affirmer, impossible de vendre un terrain à plusieurs personnes. Donc ça vient régler un problème. Et j'ai eu l'occasion d'évoquer donc cette question ici au cours d'un conseil en disant qu'à partir de maintenant, depuis la mise en œuvre de l'ADU, on ne peut plus entendre que plusieurs personnes ont acheté un même terrain. À partir de ce moment, plusieurs personnes ne pourront pas avoir de titre de propriété sur un même terrain. Ceci étant, il y a eu beaucoup de problèmes avant l'adoption de l'ADU. La question de la terre est une question importante parce que le président Ouattara a réussi, je dirais, à changer la perception donc, des Ivoiriens sur les questions de propriété immobilière. Depuis 2010, alors qu'il n'était même pas encore au pouvoir, il a été le premier à poser la problématique de la propriété immobilière, en promettant donc de permettre à chaque Ivoirien d'avoir un toit. Et petit à petit, il a changé nos mentalités. Aujourd'hui, le rêve de tout jeune Ivoirien qui commence à travailler, c'est d'avoir une maison. Dès qu'il a la possibilité d'épargner, le premier projet, c'est avoir une maison. Donc il y a eu un vrai changement de mentalité. Et effectivement, cela exerce une pression sur les questions, donc, je dirais, de foncier. C'est un projet de vie. Donc nous comprenons bien toute l'émotion qui entoure ces problématiques. C'est un projet de vie aujourd'hui. Avoir un toit, une maison où habiter, mettre à l'abri sa famille, la sécuriser, c'est un projet de vie. Quand vous avez épargné et mis toute votre économie dans ce projet de vie et qu'au bout, vous vous trouvez dans des imbroglios administrativo-juridiques, on peut comprendre le drame des personnes qui les vivent. Mais en même temps, on entend beaucoup de réactions. Beaucoup de gens sont mis au banc des accusés. Mais on est entre nous, Ivoiriens. Personne ne peut acheter un terrain s'il n'y a pas un propriétaire qui lui a vendu. Personne.
et dans l'impossibilité de moraliser les vendeurs, dont certains sont véreux, et peuvent aller vendre la même parcelle à plusieurs personnes, le ministère de la Construction a créé cet ADU-là. Il faut pouvoir vider les contentieux. J'avais dit ici, la première fois que la question m'a été posée, que au fur et à mesure, avec le temps, ces contentieux vont être vidés et petit à petit, on va en arriver à un foncier sécurisé. On va en arriver à la fin de tous ces conflits fonciers. Mais pour le moment, c'est vrai, il y a des contentieux, il faut faire confiance à la justice, il y a des procédures, ça peut paraître long, mais vous avez vu qu'au cours de ce conseil, même l'État a décidé de sécuriser ses biens fonciers. Et le document aujourd'hui qui permet de sécuriser son bien foncier, c'est l'ACD. Donc il faut que tous les gens aillent vers l'ACD dès qu'ils ont leur ADU, c'est ce qui va les sécuriser. Mais dans l'ancienne période où ce document n'existait pas, il y a pu avoir donc de multiples, ventes de terrain. C'est des conflits qui vont se régler. Administrativement, ce qui peut être fait, le fera. Donc le ministère de la Construction s'en saisira. Mais dans d'autres cas, c'est la justice qui va trancher. Ça a demandé de la patience, parce que le temps de la justice n'est pas celui des hommes. Je comprends. C'est très démoralisant, surtout quand c'est toute votre économie que vous avez mis et que vous vous retrouvez maintenant à entrer encore dans des procédures judiciaires. Pour ce qui est du ministère, nous avons vu le communiqué qu'il a produit. Dans un souci de transparence, le ministère a décidé de mener des enquêtes internes. S'il s'avère que certains de ces agents sont impliqués dans des démarches, véreuses, ils en tireront toutes les conséquences. Ce que je peux ajouter, c'est que depuis notre indépendance, aucun régime ne s'est doté d'autant d'institutions et d'organes d'autocontrôle. Aucun. Aucun n'a opérationnalisé, parce que parfois ces organes existaient, mais n'étaient pas opérationnels. Aucun régime n'a opérationnalisé et créé autant d'organes d'autocontrôle. Dans notre pays aujourd'hui, vous avez l'inspection générale des finances qui existait, mais qui n'était pas opérationnelle. Dans notre pays aujourd'hui, vous avez l'inspection générale d'État qui existait, mais qui n'était pas opérationnelle, et qui aujourd'hui fait des audits réguliers. Nous voyons les rapports de l'inspection générale d'État. Aujourd'hui, dans notre pays, nous avons la Cour des comptes. Dans notre pays aujourd'hui, nous avons la Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Tout récemment, on a changé la dénomination de l'ancienne Autorité de régulation des marchés publics pour créer donc l'Autorité de régulation de la commande publique. Autocontrôle, puisque tout le monde se plaignait donc des marchés publics. Au-delà, nous avons le ministère du patrimoine de l'État, du portefeuille de l'État et des entreprises publiques, qui régulièrement fait des audits à travers la Direction générale du patrimoine de l'État. Aucun régime ne s'est doté d'autant d'institutions et d'organes d'autocontrôle. C'est dit donc qu'il y a un véritable souci d'aller vers la bonne gouvernance. Mais quels que soient ces organes qu'on aura mis en place, mais ceux qui animent les différents services là, c'est des Ivoiriens, ce n'est pas des extraterrestres. Il faut un changement de mentalité aussi à notre niveau. Et ce travail est en train de se faire. Vous vous souvenez, aujourd'hui tout le monde cite la police en exemple. Il y a quelque temps, c'était que les policiers qui étaient mis au banc des accusés. Mais il y a un travail qui a été fait. Souvenez-vous, en 2012, quand les numéros de l'inspection générale de la police ont été rendus publics pour que les citoyens, dans le cadre du contrôle citoyen, dénoncent tous les actes pas réguliers que des policiers pouvaient poser. Petit à petit, la police est devenue un modèle, elle est devenue exemplaire.
Donc nous aussi, citoyens, avons notre part de responsabilité. À nous de l'assumer. L'État a mis en place tous les organes. Mais paradoxalement, chaque fois qu'un de ces organes fait un travail et qu'on arrive à épingler quelques fonctionnaires indélicats, plutôt que de saluer ce travail que l'État fait pour extirper de son rang les quelques tomates pourries que nous pouvons avoir, ben on met tout le monde dans le même panier et puis tous on dit « Ah, vous avez vu, ils sont tous pourris ». Mais personne ne fait cas de cet effort régulier qui est fait par l'État, qui a opérationnalisé et créé des organes d'autocontrôle. C'est à saluer. Et ces organes vont continuer à travailler. Mais il faudrait que nous-mêmes, citoyens, nous les accompagnons en ayant un comportement civique. C'est facile de jeter l'opprobre sur les services de l'État, alors que l'État fait tout pour pouvoir donc se contrôler et appliquer les règles d'éthique et de bonne gouvernance. Il faut regarder le citoyen aussi maintenant. Je pense que c'est à cette étape que nous sommes arrivés. Parce que dans le cadre des conflits fonciers, je le répète, il y a bien un vendeur. Si lui, il est indélicat, mais ça fausse carrément toute la chaîne. Sur la question de la RTI, bon, la RTI a un nouveau directeur général maintenant, hein. Donc je pense que les agents devraient s'adresser à leur directeur général. Il y a des mesures qui ont été prises. Je sais qu'il a rencontré donc tous ces travailleurs. Donc c'est vous qui m'apprenez qu'ils vont en assemblée générale. Le directeur général gère sa boîte, c'est le directeur général. Nous n'avons pas à nous immiscer dans la gestion donc, du directeur général qui répond donc d'un conseil d'administration. C'est cela aussi, je dirais, le statut des sociétés d'État. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Simon Dessini, journaliste de l'agence citoyenne de presse AIP. Monsieur le Ministre, vous avez dit qu'il y a des discours qui reviennent et les gens sont crispés, la population a peur. Nous sommes à 8 mois des élections présidentielles. Le président, lors de son allocution, de son adresse à la nation le 31 décembre 2024, a indiqué que les élections seront apaisées, transparentes et démocratiques. L'opposition demande une révision de la liste électorale, un audit du fichier électoral, un dialogue pour s'entendre sur le processus électoral, pour garantir un climat apaisé. Est-ce que le gouvernement, dans son approche, entend dialoguer avec l'opposition pour garantir un climat apaisé, pour rassurer les Ivoiriens? C'est la première question. La deuxième question, vous avez dit les Ivoiriens sont portés sur l'immobilier. Aujourd'hui, un Ivoirien sait qu'il ne peut pas s'offrir une maison, mais il s'intéresse à l'achat d'un terrain pour construire petit à petit sa maison. Mais là encore, il y a des personnes indélicates qui grugent. Mais avec les logements sociaux, les coûts qui sont... la semaine dernière, on a vu les logements sociaux qui ont été délivrés à plus de 30 millions. Est-ce que vous pensez qu'un Ivoirien qui a de faibles revenus peut s'octroyer, s'offrir ces différents types de maisons? Et puis, il y a des victimes aussi du côté des VTC. Le dossier est là. Que fait le gouvernement pour vraiment venir en aide à ces personnes qui investissent dans ce domaine? Merci, Monsieur le ministre. Bien. Là, c'est la totale, hein. On est dans l'immobilier, on est dans les VTC, on est dans le dialogue politique. Bon, en fait, sur la question politique,
lors du dernier dialogue politique qu'il y a eu, tous les acteurs sont tombés d'accord que notre pays aujourd'hui avait des institutions qui fonctionnaient et qu'à partir de ce moment, toutes les questions relatives au fonctionnement des institutions devaient être portées à ces institutions-là. C'est une des conclusions du dialogue politique. Donc aujourd'hui, toutes les questions qui relèvent donc de l'organisation des élections doivent être posées à l'institution qui organise ces élections. Ça me paraît évident. Il faut accepter la démocratie. On ne peut pas d'un côté prétendre qu'on lutte pour la démocratie avec des organes de contrôle des contre-pouvoirs et puis vouloir voir à travers le chef de l'État un tout-puissant, un autocrate qui doit tout décider. Les institutions fonctionnent. Que tous ceux qui ont des préoccupations qui relèvent du fonctionnement normal de ces institutions s'adressent à eux. Tout à l'heure, je vous ai dit que la commission électorale comprenait la plupart des partis politiques et la société civile. Je vous ai même indiqué que dans son fonctionnement, les décisions sont prises de façon collégiale. Tous ces partis-là sont membres de la commission électorale indépendante. Ils ont leur mandat qui y siègent, qui sont des commissaires de cette commission. Donc il faut arrêter de faire de la politique politicienne et puis essayer donc, je dirais, donc de cacher des intentions inavouées derrière des positions dogmatiques en revendiquant à tout vent un dialogue politique comme si le dialogue était rompu dans ce pays. Nous parlons tous les jours. Mais le chef de l'État a mis en place des institutions. Elles fonctionnent, il faut s'adresser à elles. Ensuite, vous avez évoqué les questions d'immobilier en rebondissant sur quelque chose que j'ai dit et qui est une réalité. Aujourd'hui, les Ivoiriens aspirent tous à avoir un toit. C'est une réalité, mais le gouvernement l'a bien compris. Parce que, contrairement à ce que vous dites, mais bon, normalement, si vous suivez l'actualité, vous allez voir que dans le programme dans des logements sociaux, vous avez des maisons de standing, vous avez des maisons économiques qui sont autour de 30 millions, mais les logements sociaux ne sont pas à 30 millions. Donc peut-être que vous faites la confusion entre les maisons économiques et puis donc les logements sociaux. Donc déjà, je voudrais lever cette nuance-là. Mais mieux, le gouvernement allait plus loin. Le ministère de la Construction a mis en place un système de location-vente parce qu'on s'est rendu compte que certains n'avaient pas la possibilité de pouvoir acheter une maison, mais ils avaient suffisamment de ressources pour pouvoir payer un loyer. Le système de location-vente vous permet de payer un loyer et au bout d'un certain temps, de devenir propriétaire. Oui, le gouvernement pense aux petits acquéreurs. Le gouvernement pense à ceux qui n'ont pas de grands moyens. Donc, je suis désolé de vous le dire, mais je ne suis pas totalement d'accord avec ce que vous avez annoncé. D'abord, entre la confusion et les maisons économiques et les maisons sociales, et ensuite, en ne prenant pas en compte cette politique, cette nouvelle réforme qui a été introduite, qui est celle de la location-vente, et à laquelle on a même adjoint la location simple. Donc, vous allez voir que dans les prochaines maisons qui seront livrées, il y aura donc des cas de location-vente et puis des cas donc de location simple. Et ça va être vraiment à des coûts sociaux. Ensuite, vous avez évoqué la question des VTC, mais le ministère des Transports s'est saisi de cette question-là. Le ministère des Transports est en train donc de régler cette question, mais notre problème, c'est que quand le ministère, par anticipation, a sonné l'alerte
et a voulu mettre un thème donc, à ces opérateurs de VTC, tout de suite, tout le monde a été scandalisé. Tout de suite. Et tant qu'ils ont continué à opérer, ils ont augmenté le nombre de victimes. C'est de cela qu'il s'agit. Il faut faire confiance en l'État. Le gouvernement, en tout cas actuel, n'a aucun intérêt à vouloir brimer les Ivoiriens. Tout est fait au contraire pour les protéger. Tout est fait pour protéger leur porte-monnaie. Tout est fait pour améliorer leurs conditions de vie. Mais en même temps, malheureusement, c'est comme ça que fonctionne la société. Il y a toujours des gens qui ont donc un esprit malveillant et qui essaient de profiter des failles pour pouvoir donc de façon malhonnête, en abusant des citoyens honnêtes, donc se faire de l'argent. On l'a vécu. Ce n'est pas la première fois que ça existe et ça va continuer. Mais il faudrait que les citoyens soient vigilants et l'État, chaque fois qu'il va se rendre compte qu'un système est en train de se mettre en place pour escroquer les honnêtes citoyens, pour les arnaquer, l'État interviendra. Après la question, donc je dirais, des indemnités, il y a des voies juridiques qui sont là. Il faut que toutes les victimes aillent porter plainte. Il y a une responsabilité. Et en ce moment, la justice, en saisissant, ils auront à subir la rigueur, tous ceux qui se sont comportés de façon malhonnête et véreuse. Bonjour, Monsieur le Ministre. Alassane Koulibaly, journaliste à Radio Côte d'Ivoire. Monsieur le Ministre, le 20 février dernier, lors d'une conférence de presse, il y a un collectif de producteurs de café et de cacao qui n'apprécie pas la gestion du dossier concernant la mise sur pied de l'interprofession du café et du cacao. Et le collectif, là, pour eux, là, il y a tellement de lourdeurs administratives qui entravent la mise en œuvre de l'interprofession. Et le collectif veut savoir à quand la création de l'interprofession café-cacao. Je n'ai pas bien compris la question. À quand la mise sur pied de l'interprofession café-cacao? Non, reprenez, vous avez dit qu'il y a un collectif? Oui, qui a animé une conférence de presse qui estime qu'il y a trop de lourdeur dans la création de l'interprofession. Ah d'accord, ok, je comprends bien. Ok. Ben, c'est une question qui relève du ministère d'État, ministère de l'Agriculture. Il n'y a objectivement aucune raison, je dirais, donc au moment où on crée plein d'interprofessions, puisqu'on en a créé dans la filière mangue, on en a créé dans la filière riz, donc il n'y a pas de raison véritablement qu'on ne permette pas d'en créer donc, au niveau du café-cacao, mais vous comprenez très certainement que ces deux spéculations étant importantes pour notre pays, que l'on soit beaucoup plus regardant sur la création de cette structure-là, qui va venir donc la dynamiser, donc dynamiser davantage le secteur. C'est simplement cela. Mais je parlerai avec le ministère d'État, le ministère de l'Agriculture, pour savoir ce qu'il en est. Je n'ai pas la réponse ici. Parce que le porte-parole que je suis a peut-être une vue transversale, mais je ne peux pas rentrer dans les détails techniques de chaque dossier. Bonjour, Monsieur le Ministre. Je suis Kofo, journaliste à l'Intelligent d'Abidjan. Alors, Monsieur le Ministre, des informations qui nous reviennent font état de ce que le gouvernement, enfin l'État de Côte d'Ivoire serait sur le point de demander un mandat d'arrêt à l'endroit de M. Yvon, alias Denis Pacheco, pour les propos qu'il tient à l'endroit des citoyens ivoiriens, mais également à l'endroit de hautes personnalités de l'État. Alors d'abord, est-ce que le gouvernement confirme cette information-là? Et ensuite, quel est le commentaire que le gouvernement fait de ces sorties, des sorties de cet internaute?
Je ne sais pas d'où vous tirez votre information, mais moi, je n'en suis pas informé. Et vous estimez qu'il y a tellement de choses sérieuses à régler que le gouvernement aille s'asseoir pour parler donc de quelqu'un qui projette ses fantasmes sur les réseaux sociaux n'est certainement pas une de nos priorités. Ce que je peux dire, c'est que dans notre pays, on a la liberté d'expression. Et là, vous en avez bien la preuve là maintenant. Ceux qui doutent de la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression va en même temps avec responsabilité. Ce n'est pas parce que vous êtes libre de vous exprimer que vous devez le faire sans responsabilité. Dans tous les cas, c'est les utilisateurs de plateformes qui alimentent cela, puisque vous avez ce côté de l'Ivoirien aussi, où il aime aller, je dirais, vers tout ce qui est propagation de rumeurs. Donc ça alimente donc, ce genre de personnes. Mais ce n'est pas nouveau, hein. On a eu beaucoup de modes comme ça, où des gens apparaissent, ils font le buzz, et puis après ils disparaissent. S'il y a des gens qui sont diffamés, la loi est là pour les protéger. L'AAK s'est saisie du dossier et elle a produit un communiqué responsable, qui est un communiqué d'interpellation. Vous vous souvenez qu'en 2023, nous avons lancé une campagne en ligne, tous responsables, pour inviter chaque utilisateur des médias sociaux à l'utiliser de façon responsable. La première signature de cette campagne, la première phase, c'était « Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne ». Elle est d'actualité. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne. Des allégations sont balancées à l'emporte-pièce, sans aucun début de preuve. Mais comme ça alimente nos causeries de maquis, bon, on se jette dessus et puis on est content. Mais nous avons lancé une campagne. Ne croyez pas à tout ce que vous voyez en ligne. La deuxième phase de cette campagne, c'est Stop aux sorciers numériques. On est en pleine sorcellerie là. C'est pour ça que nous avons lancé ces campagnes, pour sensibiliser les utilisateurs. Pour sensibiliser les utilisateurs sur la question de la responsabilité dans l'utilisation de ces médias sociaux. Donc nous n'en dirons pas plus. Il y va de la responsabilité de chacun. Ceux qui aiment aller visiter ces sites, ils savent ce qu'ils y trouvent. Ceux qui partagent, ils savent ce qu'ils y trouvent. Mais il faut qu'ils sachent que la loi est là. Et qu'ils peuvent s'exposer à la rigueur de la loi. Le président de l'AAK, dans le communiqué qui a été diffusé, a bien précisé, ça nous ramène à notre campagne en ligne, tous responsables. Donc je veux appeler les uns et les autres à plus de responsabilité. C'est vrai, on a connu cela. Il y a eu une période ici où tout le monde était sur un certain site. La seule différence avec le monsieur que vous me citez, c'est qu'il a ajouté de l'outrage. C'est tout. Mais on est toujours, je dirais, dans le même registre de la diffamation, dans le même registre de la fabulation, mais avec cette fois-ci de l'outrage, de l'indécence. Mais c'est exactement la même chose. Donc je voudrais appeler les uns et les autres à plus de responsabilité. Et puis c'est un phénomène, c'est vrai, parce que ça touche à l'émotion, ça choque les gens qui ont une certaine éducation. Mais nous restons convaincus que, comme tous ceux qui ont fait le buzz par le passé, et vous en connaissez, je ne veux pas les citer ici, il y a un moment où on ne pouvait même pas respirer avec cette petite musique-là que tout le monde entendait partout. Mais bon, aujourd'hui, où on en est? En ligne, tous responsables. Pour avoir un Internet sûr, un Internet éthique, une utilisation des réseaux sociaux qui soit morale. Bien, je vous remercie pour votre attention
Et sur cette ultime invitation à une utilisation responsable des médias sociaux, je vous souhaite un bon appétit.